Coucou tout le monde, c'est Clay Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le bilan de Koh Lanta, le feu sacré, la dernière saison qui vient de s'achever la semaine dernière. Je vais essayer en condition, j'ai mis un petit bandeau en mode aventurier. Moi je rigole zéro, hein. C'est bon, on est parti. En plus j'ai la barbe et les cheveux en mode aventurier, ça ne va pas du tout. Pour ceux qui s'intéressent à ma personne, je vais chez le coiffeur demain matin, donc ça ira mieux. Ne vous inquiétez pas. Par contre, dans les prochaines interviews, les prochaines interviews, je serai encore en mode un peu Robin Williams dans Jumanji. Ah, on va pas se mentir, je ressemblerai encore à un aventurier qui a fait 40 jours. Mais c'est pas grave. En tout cas, je suis assez impatient de vous révéler ce qui m'a plu et ce qui ne m'a pas plu dans cette saison. Je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais on va faire un petit bilan. Alors, il y a des travaux un petit peu à côté de chez moi. Donc, soyez pas surpris. Hein, c'est normal le bruit. J'ai essayé de trouver un horaire sympathique. Mais non, les voisins ont décidé de faire des travaux. Et bien, on accepte. On accepte, c'est comme ça. En tout cas, afin de vous dévoiler les points forts et les points faibles de cette dernière édition, je voulais vraiment une nouvelle fois vous remercier pour tout votre soutien, toute votre fidélité. Vraiment, vous êtes au taquet, vous êtes au top. Sans vous, je ne suis rien, je ne le répéterai pas assez souvent. Donc, je continue et j'enchaîne. Vraiment, merci, vous êtes des amours. Donc, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler du feu sacré. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clay Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a des petits indices sur la personne qui sera la star de la prochaine interview. Alors, à votre avis, qui c'est? Moi, je vous laisse deviner. Dans quelques jours, vous saurez. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc, c'est parti. On va aller voir les points faibles et les points forts de la saison du feu sacré. Et donc, avant de commencer sur les points positifs et les points négatifs, je voulais vous dire dans quel état d'esprit, en fait, je suis rentré dans Koh Lanta, le feu sacré. Effectivement, ça faisait un peu plus d'un an, en fait, ça faisait un an pile, je pense, qu'on n'avait pas eu de Koh Lanta. On avait eu le totem maudit, donc bon, moi, le totem maudit, j'avais bien aimé. Il y avait des défauts, il y avait des qualités, mais moi, je l'avais quand même plutôt aimé, surtout grâce au casting. On va pas se cacher, le casting était assez ouf. Que ce soit François, que ce soit Ambre, que ce soit Olga, etc. Oui, mon assistant est juste à côté en train de ronfler. C'est normal. Vraiment, cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Je suis en mode Robin Williams, mon chien en train de ronfler, les travaux à côté. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. On enchaîne, on continue. C'est comme dans l'aventure. Tant que le flambeau n'est pas éteint, on continue. Mon flambeau n'est clairement pas éteint. Donc, on y va. En tout cas, moi, je rentrais assez excité dans cette saison. On avait quitté donc, le totem maudit qui était plutôt cool. Je sais que certains de vous n'ont pas aimé parce que il y avait le double gagnant, la production est pas mal intervenue, etc. Que ce soit pour le coffre avec Jean-Charles et Olga ou autre événement. Mais en tout cas, moi, j'étais assez excité. Par contre, je vous l'avoue, je ne sais pas si vous avez suivi un peu sur ma chaîne, entre le totem maudit et le feu sacré, j'avais fait une saison fictive qui s'appelle Koh Lanta Seconde Chance. C'est vous qui avez choisi le casting et j'en ai fait des épisodes. Aussi, c'était une vraie saison qui passait à la télé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, n'hésitez pas à y aller. C'est super. C'est moi qui ai écrit, donc c'est génial. Non, je rigole. Mais en tout cas, je sais que ceux qui ont suivi, il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a quand même un petit peu, m'ont dit que c'était très sympa. Donc, écoutez, si les critiques disent que c'est pas mal, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, c'est vrai que mine de rien, j'étais comme dans une saison, en fait. Je l'ai commencé en septembre et je l'ai fini genre 2 jours avant la diffusion du premier épisode du Feu Sacré. Donc, j'étais vraiment dans une saison. Et comme j'ai écrit tout de A à Z, alors il y a des défauts, il y a des qualités, il y a des fois c'est un peu trop gros tiré par les cheveux, mais j'étais à fond dans cette saison. Tellement j'étais à fond, il y a certains candidats que je n'aimais pas du tout avant. Et dans cette saison, j'ai trop aimé. Du coup, maintenant, ça va. Ça, c'est genre, par exemple, Mélissa de Joa, que j'aimais pas trop avant de faire Koh Lanta Seconde Chance. J'étais team Chantal et Bruno à mort. Donc, Mélissa, pas forcément fan. Et vous l'avez inclus dans le casting, donc j'ai joué avec elle. Et moi, je voulais pas faire gagner forcément mes préférés, faire aller très loin des candidats que j'adore. C'est pour ça que j'ai éliminé certains candidats, je spoil pas, hein. Certains candidats assez rapidement alors que je les aime beaucoup. Elle voulait que ce soit assez subjectif et assez surprenant comme saison. Du coup, j'étais vraiment à fond. C'est comme si la saison avait vraiment existé. Et c'est vrai que là, je sortais d'une nouvelle saison du coup. Et je collais 2 saisons à 2 jours de diffusion. Donc pour moi, c'est comme si Koh Lanta n'avait pas eu de pause aussi grosse. Donc j'étais pas forcément en manque de Koh Lanta. Par contre, je fais une petite révélation. Apparemment, selon certains candidats sur les réseaux sociaux, Koh Lanta ne reviendrait pas en septembre 2023, mais plus début d'année 2024. Donc il va falloir peut-être être patient, je sais pas. Mais en tout cas, apparemment, ce serait pas trop septembre. Bon. On verra bien, ce sera la surprise. Je ferai quand même des vidéos, je ne lâcherai pas. Hein, ne vous inquiétez pas. Car du coup, j'étais pas forcément en manque. Et c'est vrai qu'on a enchaîné les saisons. Donc j'étais au taquet, j'étais plutôt positif, sans non plus
à avoir les pros de koh J'avais vu les portraits, j'avais déjà eu quelques coups de cœur comme Nicolas, Grace ou Martin. Je me rappelle que Grace et Nicolas, c'était mes 2 gros coups de cœur. À l'époque, Alexandre, je me rappelle, qui est l'un de mes favoris, qui est carrément mon favori de la saison. J'étais en mode, j'espère absolument le mug. Le seul truc où j'avais dit c'était cool, c'était le fait qu'il soit Monsieur Tout le Monde. En plus, il a pas mal de points communs avec moi. On a le même âge, il y a pas mal de réflexions qu'il fait, je pourrais faire les mêmes. Donc franchement, on a beaucoup de points communs avec Alexandre. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce candidat. J'étais plutôt hypé, j'étais content sans non plus être hyper excité en mode trop la basse, voilà. En fait, voilà, j'étais vraiment en mode tranquille. Donc voilà, le Totem Modi, c'était cool. Seconde chance, si vous n'avez pas vu sur ma chaîne, allez-y, c'est génial. Le mec qui a des cheveux comme ça. Enfin, bref. Bon, en tout cas, j'ai apprécié écrire. J'avoue que c'était très fatigant, c'était très épuisant d'écrire ces épisodes, vraiment tout inventer, mettre de nouvelles épreuves, piquer certaines idées dans Survivor, faire des petits twists, faire des what. J'avais l'impression que tous mes épisodes, tout ce que je pensais, c'était des blindside. Chaque fois, on est en mode, et c'est une blague. Genre, on s'attend que ce soit lui, mais en fait, c'est lui. Et je vous avoue que certaines fois, avant même de commencer la rédaction, je ne savais même pas qui j'allais éliminer. Je sortais d'une saison plutôt sympa. Donc voilà, j'étais dans cet état, j'étais dans l'expectative. J'avais eu quelques coups de cœur. J'avais pas eu trop de coups de gueule. Il n'y avait pas de trucs qui m'avaient agacé. Juste un peu Elena que j'avais trouvé un peu trop sûre d'elle. C'est vrai que dans la saison, après, ça allait un peu mieux. Et Elodie que j'avais trouvé vraiment trop loufoque pour moi, en mode Julie de l'île au trésor. Et finalement, j'ai bien aimé dans la saison. Donc franchement, pas à me plaindre. Et certains m'ont un peu déçu. Mais ça, on en parlera après. Mais en tout cas, voilà dans quel état j'étais. Ça fait plein de fois que je le dis, mais en tout cas, j'étais excité sans non plus avoir la rage. Mais vous savez que dès que Koh-Lanta commence, quand même, Boko, il est quand même au taquet. Et donc, Sally, on va commencer par les points positifs. Parce qu'il faut toujours positiver dans la vie. On pense toujours par le positif et ensuite le négatif. Et donc, le premier point, on va faire 5 points par catégorie. 5 points positifs, 5 points négatifs. Et le premier point positif, c'est vraiment le casting. Pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants dans une saison de Koh-Lanta. C'est vrai que tout le monde parle de storyline, de stratégie, de machin. Oui, c'est important. C'est vrai que si le casting est bien, mais que c'est du pagonging tout le long, bon, c'est pas forcément foufou. Mais là, j'avoue que je trouve que le casting était plutôt sympa. Pourtant, les portraits, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo, j'étais content, mais j'étais pas non plus hypé en mode what, j'avais pas de gros coups de cœur. Et là, franchement, le casting, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des gens que j'ai pas du tout aimé au début. Et au fil des épisodes, j'ai adoré. Et des candidats que j'ai adoré au début et après, ça quoi ça? Donc après, j'ai pas forcément apprécié. Donc il y avait pas mal d'émotions au niveau de tous les candidats. C'est vrai que même les premiers candidats qui sont partis, voilà, c'était un peu dur parce qu'il y avait pas mal de bons candidats. Je pense évidemment à mon favori qui est Alexandre, qui était un candidat super sympa. Alors je pense que ça aurait été difficile pour lui d'aller très très loin dans l'aventure parce qu'il était très stratégique. En plus, il l'a pas caché. Donc je pense pas qu'il aurait gagné l'aventure, ça on va pas se mentir, mais je pensais qu'il serait allé beaucoup plus loin. Je pensais que s'il avait allié les petites brebis gagneuses comme les Anne-Sophie, les Christine, les Julie ou même les Émile, ça allait fonctionner. Ça n'a pas fonctionné malheureusement parce qu'il y a eu un peu trop de mérite, ça on en parlera après. Mais c'est vrai que beaucoup de candidats sympas, même ceux qui sont partis au début, je disais Alexandre, Rudy était quand même assez intéressant, j'étais pas forcément fan, mais il a quand même fait le show pendant 3-4 épisodes, on l'a bien vu. Célia aurait pu être intéressante, on n'a pas eu le temps de vraiment la connaître. Émile avait quelque chose, alors pour moi il n'aurait pas fait des étincelles non plus, parce que ça faisait 20 ans qu'il faisait le casting, et je pense que là ça commence à être trop tard pour lui. S'il avait fait 10-15 ans avant, peut-être que ça aurait été cool, mais là on était plutôt âgé. C'est vrai qu'il y avait des monstres niveau sport et des monstres niveau personnalité, donc ça a été un peu compliqué pour lui. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un de bien et quelqu'un de sympa. Il y avait Martha qui est partie vite, que j'aimais vraiment beaucoup, que je trouvais super sympa, hyper rigolo. C'était la drama queen de la saison. Moi, il a fait beaucoup rire à plein de moments. J'étais en mode, oh là là, mais calme-toi, Martha. Il était beaucoup dans l'excès, c'était assez rigolo. Après, il y avait des candidats un peu moins intéressant, comme ça, Célia, on n'a pas eu le temps. C'est que Christine était très discrète, on la voyait vraiment pas beaucoup. Et dès qu'on la voyait, c'était pour râler un petit peu, donc c'était pas... Non plus, je pense que Christine et Célia, pour moi, c'est les 2 candidates vraiment les moins intéressantes de la première. Et pas parce qu'elles sont désagréables, que je les ai pas aimées, mais parce que vraiment, elles n'ont suscité aucun intérêt pour moi. Bon, je pense que Célia, c'est surtout le manque de temps. Et c'est vrai que bon, Christine... En plus, elle a subi le twist, clairement, le swap. Et sinon, il y avait aussi Benjamin qui pouvait être super intéressant de base. Moi, j'avais pas du tout apprécié au portrait. Et puis, alors moi, je me suis dit, oh, pourquoi pas, il peut être sympa. J'étais pas forcément fan de son binôme avec Tania. C'est vrai que bon, ils se sont tirés de balle dans le pied tous les deux assez rapidement en faisant les 2 petits jeunes qui foutent de rien sur le camp. Mais il y a des moments où il était bon en pêche, sur les épreuves, il était pas catastrophique. Mais le mental n'a pas tenu. Donc, moi, les candidats qui abandonnent, souvent, je suis assez déçu. Je suis en mode, chiant. Donc voilà, je trouve que les candidats prémergent, il y avait quand même des petites pépites. Et en parlant de pépites, je vais parler d'Elodie qui effectivement a été
un de mes petits coups de cœur de la saison, du début de saison. Pas autant qu'Alexandre, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'avec Alexandre et Martin, Elodie fait quand même partie du trio que je regrette un petit peu en début d'aventure. Ils sont partis trop vite tous les trois. Et Elodie, je comprends qu'on n'apprécie pas parce qu'elle est un peu too much. C'est vrai que toutes ses émotions filent dans sa tête en 3 secondes. Mais voilà, moi j'avais beaucoup aimé sa personnalité. Elle était un peu fofolle. Alors dans le portrait, je l'avais trouvé too much. Et là, sur l'île, je l'avais trouvé plus posée, assez joueuse, prête à pousser tout le monde sur le bus, même si elle avait poussé un petit peu moins Alexandre sur le bus, apparemment, mais c'est pas grave. Ce côté un peu polaire, on va dire. Alors je sais pas si elle est vraiment bipolaire, la pauvre, je ne l'espère pas, je pose les doigts. Mais ce côté un peu changeant, lunatique, en mode je suis Elodie, je fais le poisson. Et après, elle fait tomber le poisson, c'est gros drama, tout le monde lui tombe dessus. Et après, on me dit waouh, fallait le faire si vous n'êtes pas content. Et après, c'est ça, votez bien contre moi. Allez, je vais partir, vous allez bien en profiter pour parler sur ma gueule, pour m'éliminer. J'avoue que ça a vendu du show, ça a fait du raid un petit peu dans l'épisode, c'était assez rigolo. Je pense que sur le corps, elle devait être un peu fatigante, mais j'ai bien aimé cette personnalité un peu pétillante et à la fois un peu parano. Je trouve ça rigolo. En tout cas, Elodie a fait parler. On n'apprécie pas parce qu'elle est too much, ou on l'apprécie parce qu'elle est un peu loufoque et c'est sympa. Je comprends les deux avis, mais elle a fait parler, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a pas mal de candidats qui sont sortis avant la vérification qui étaient plutôt stylés, que ce soit Ridley, que ce soit Martha, que ce soit Alexandre, que ce soit Elodie. Franchement, un beau casting de primaire. Il y a même pas mal de regrets de sortie. Donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, cette première partie de casting est vraiment intéressante. Mon coup de cœur number one pour Alexandre. Et lui, j'ai vraiment adoré ce casting. Pour ce qui est de la réunification, je vais commencer par Grace qui n'a pas intégré la réunification en vrai. Mais je vais vraiment faire une petite parenthèse sur elle parce que c'était un de mes plus gros coups de cœur du début de la saison. Effectivement, je l'ai trouvé cash. Je l'ai trouvé assez drôle. Alors, il y en a qui ont trouvé qu'elle était un peu trop cash, un peu trop dure, qui se foutait un peu de la gueule des gens. Surtout qu'elle s'était foutue de la gueule de Martha. Moi, j'avais trouvé ça plutôt rigolo, mais je peux comprendre que ce soit dur à encaisser pour Martha. Je vous ai même dit qu'elle avait fait un t-shirt à la finale pour s'excuser. Donc, je pense que Bob Martha l'a un peu mal vécu. Donc, j'espère que ça va mieux entre eux. Mais j'ai l'impression qu'ils ont une bonne relation parce qu'elle était venue à l'ouverture de sa fromagerie, comme je disais la semaine dernière. Et effectivement, Grace, nous, au début, j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'elle idée bien. Elle avait l'air un peu colère sur les épreuves. Elle avait pas mal de qualités. Elle avait un gros caractère. Ça, clairement, pas lui enlever, mais elle était plutôt intéressante. Et c'est vrai qu'après, grosse déception, elle a fait n'importe quoi aux ambassadeurs, elle avait remporté face à Quentin. Moi, j'étais content, Quentin sautait, c'était parfait pour moi. Et elle abandonne, donc c'est vrai que c'était une assez grosse déception. Moi qui l'aimais beaucoup, j'étais en mode, ah d'accord. Donc on est passé de tout à rien avec elle. Vraiment, j'étais en mode coup de cœur de malade à... Mais ça n'enlève pas le fait que ce soit quand même une bonne recrue. J'avoue que pour la tier list, je ne sais pas encore dans quelle catégorie je la mets. D'ailleurs, je vous spoil, la tier list du Feu Sacré sera la semaine prochaine. Il y aura une petite surprise après, à la fin de la vidéo, mais toute petite surprise, mais ça fait plaisir. Donc, je vous tease et j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas où je vais la mettre encore dans la tier list parce qu'il faut que je sois aussi un peu objectif. Et un abandon, c'est pas très cool parce que franchement, ça enlève une place à quelqu'un qui voulait vraiment faire l'aventure, donc c'est un peu dommage. Mais je trouve quand même que c'était quelqu'un d'assez intéressant et clairement au casting, oui, si j'avais été cast-off, je l'aurais prise, clairement, il n'y a pas photo. Mais c'est un peu dommage qu'elle abandonne comme ça. Je m'attendais pas du tout en plus à ce qu'elle abandonne parce qu'elle était en bonne position, elle avait pas l'air de trop souffrir. Donc voilà, une grosse déception, mais c'est quand même un personnage assez intéressant de base. Et ensuite, à la réunification, on a eu pas mal de gros candidats, pas mal de révélations. En déception, quand même, on a eu Anne-Sophie, qui est une candidate que moi, j'aime pas du tout. Pas parce que j'ai la haine contre elle, elle me dérange pas spécialement, mais c'est qu'elle a fait vraiment la campagne du premier mérite, alors que niveau mérite, c'est sur le camp, elle faisait pas la même chose. Et en épreuve, elle était catastrophique. Donc, c'est un peu en mode contradiction. Franchement, c'était n'importe quoi. Et je trouvais pas mal de remarques assez insupportables. Je trouve qu'elle allait un peu trop loin pour moi. Elle doit être très gentille, j'en sais rien. Je suis pas en train de juger l'humain, je suis en train de juger les candidats, on est bien d'accord. Faut surtout se mettre ça dans la tête. Je veux pas que ça brise le cœur des gens. Ils sont souvent très sympas. Moi, par exemple, Gilles, c'est un candidat qui m'a pas transporté dans la saison. Mais par contre, humainement, il doit être super sympa. Moi, j'aimerais bien avoir un pote comme Gilles, aussi gentil, aussi prévenant, aussi positif. Ou alors comme Tania, par exemple. Tania, on peut ne pas aimer, mais c'est vrai qu'elle est hyper positive et hyper solaire. Mais en tout cas, Anne-Sophie, pas fan. Donc pour moi, elle a pas volé la place de quelqu'un en réunification, mais bon, elle est un peu trop loin. Un candidat que j'ai pas trop aimé. Après ça, allez, je trouve qu'Esteban, c'est un peu un troll, mais je le trouve quand même attachant. Par contre, c'est vrai que dans l'aventure, il n'a rien fait du tout. Surtout que son portrait, il y a pas mal de gens qui ont dit non, mais il vendait trop du rêve, en fait pas du tout. Et c'est vrai que son portrait, on avait l'impression que ça pouvait être un gros candidat qui prenait vachement de place, en fait pas du tout. Moi, j'ai quand même trouvé attachant, mais c'est vrai qu'il était pas ouf. Et après, on avait tout le reste où c'était des candidats plutôt intéressants, comme par exemple Elena qui prenait énormément de place, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, franchement,
C'est une candidate avec un gros caractère, elle prend de la place, au moins elle fait bouger la saison. C'est comme Pascal de Thaïlande et du combat des héros. Souvent je suis en mode, je n'aime pas, mais en attendant, à chaque fois il a refait la saison. Et c'est vrai que sans lui, ça aurait été un peu moins fun. Après, c'est ça aussi le jeu dans Koh Lanta, on aime bien détester les candidats, donc c'est plutôt sympa aussi qu'on a un peu des têtes de turc. Donc c'est vrai qu'Elena, elle a fait bouger la saison. Clément s'est bien révélé, que ce soit en épreuve ou un petit peu en stratégie. En plus, elle avait fait sa crise totale, elle sentait qu'elle allait sortir, donc bon. Ça a un peu bougé l'épisode, on était en mode « Oh, Clémence Camda !» Moi, franchement, au début, j'aimais pas du tout et j'ai fini par apprécier à la fin de la saison. J'étais même un peu deg qu'elle se fasse éliminer, qu'elle se fasse blindside. Alors, j'étais content qu'il y avait un petit blindside, mais j'étais un peu deg qu'elle sorte aussi. En plus, elle est sortie avec Esteban, donc moi, j'aimais bien Esteban, je le trouvais un petit peu attachant. Même si elle n'était pas très utile. Mais par contre, leur binôme, c'était super drôle. Quand, par exemple, Clément s'est dit « Ah, mais j'espère que Esteban chasse des colliers. » Et qu'on voyait Esteban couché dans la jungle en mode « J'en fais plus, je me repose. » Donc non, c'est quand même des candidats plutôt fun. Et c'est vrai que Clément, ça s'est bien révélé tout au fil de la saison. Je suis passé de « Je la hate, elle la supporte » à finalement, elle est plutôt sympa. Elle lâche pas l'affaire. Bon, à la fin, elle a pété un câble, alors ce n'est pas éliminé. Mais en tout cas, elle a fait parler également. Après, on a eu le quatuor des mecs qui était plutôt sympa, même si je trouve que Gilles était trop lisse et trop gentil. C'est vrai qu'il manquait un peu de relief. C'était quand même un candidat qui pouvait être très apprécié par le public parce que c'est vrai qu'il est gentil. On aime bien les gentils. Il faut bien aussi des petits gentils dans la saison. Moi, je trouve qu'il était plutôt fort en épreuve. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi en survie. Il était très, très, très bon en survie. Mais du quatuor, on va pas se cacher, c'était celui qui vendait un peu moins de rêves. Mais bon, voilà, il était sympathique. C'est vrai que moi, je l'ai pas mal clashé, mais surtout sur le fait qu'il soit un peu trop lisse, un peu trop posé et calme. Voilà, mais pas dérangeant non plus. C'est pas le gros point fort du casting, mais c'est pas un point faible. Et au niveau des trois garçons, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, clairement, ils ont fait bouger la saison. Moi, Quentin, je l'ai pas apprécié du début à la fin, même s'il y a eu quelques moments où j'étais en mode « Oh, finalement, Quentin, il est plutôt sympa. » Mais il y a beaucoup de moments où j'étais vraiment en mode « Ah, c'est pas j'en peux plus. » Honnêtement, ça reste quand même un bon candidat. Il a été clairement la tête de jeu de la saison. Il a été le candidat que tout le monde a aimé, détesté. Je pense qu'il a pris vraiment cher sur les réseaux. J'espère qu'il n'en souffre pas en tout cas. Mais c'est quand même un candidat qui a fait vivre la saison. Ça a été un peu l'antagoniste de Tania. Donc ça, c'était plutôt rigolo, le binôme Tania-Quentin. C'était plutôt mignon son binôme aussi avec Frédéric. Donc franchement, non, Quentin a fait vivre la saison. Et c'est vrai que Nicolas et Frédéric, qui sont parmi les finalistes, Nicolas a fait office de l'homme parfait. Clairement, je pense que tout le monde devant son écran a envie de vivre avec lui, que ce soit toutes les femmes ou tous les hommes. Clairement, on est tous en mode « C'est la barre, Nicolas !» Donc clairement, oui, il a le profil de l'homme parfait. Certains diront qu'il est trop parfait, trop lisse. Je peux l'entendre, je l'ai souvent dit aussi. Mais clairement, c'est quand même un beau candidat. Je trouve quand même qu'il est grave surcoté. Mais surcoté de chez surcoté, clairement. Vraiment, tout le monde est en mode « C'est la base totale », même moi le premier, Mais c'est vrai qu'on a vu la standing ovation sur le plateau, j'étais en mode « Ah d'accord, carrément, enfin c'est la folie totale. » Mais ça reste quand même un très bon candidat. On a également Frédéric, qui est le gagnant de la saison et qui est un des premiers gagnants assumé et respecté par le jury, parce que par exemple Marc était stratège, mais c'était assumé comme ci comme ça et le jury était clairement pas content, il validait pas du tout son jeu. Je trouve que c'est quand même un bon gagnant. Ça va peut-être un peu bousculer les prochaines saisons de Koh Lanta en mode la stratégie c'est pas si horrible que ça, c'est pas le diable non plus. Donc Frédéric, même si j'ai pas forcément aimé, je le trouve pas forcément attachant, je trouve quand même qu'il a une belle storyline, il s'est toujours battu comme un lion. Il s'est fait peur 2 fois, ça on va en parler, des blindsides qui s'est tapé dans la tête avec Gilles et Quentin pour s'en sortir. Mais quand même, il a beaucoup de qualité, c'est quand même un gagnant assez bon. Certains diront que c'est l'un des meilleurs, mais il ne faut pas déconner non plus. Je trouve qu'il y a quand même des meilleurs candidats comme Philippe de Vietnam, que je n'aime pas du tout, mais c'est quand même un très bon gagnant. François, qui est un très bon gagnant, Marc, etc. Voilà, je trouve quand même que c'est un très bon candidat, il s'est bien battu, il mérite sa victoire, il a bien fait bouger la saison. Et ensuite, les 3 dernières filles d'aventure, c'est-à-dire Tania, Laura et Julie. Alors Tania, clairement, c'était le rayon soleil de la saison. Le seul truc qui m'embête avec Tania, c'est qu'elle a clairement été aidée de A à Z par la production, elle a eu beaucoup de chance. Donc ça, c'est un peu frustrant, on se dit quand même, c'est un peu abusé, on voit tous les fils, on voit tout la manigance, c'est un peu dommage. C'est qu'elle est revenue après l'abandon volontaire de Benjamin, alors que les abandons volontaires ne sont pas remplacés depuis 2011. Ensuite, au moment où elle était vraiment en danger, il y a eu le twist de éliminer au conseil, mais tu peux revenir sur une épreuve. Donc le pauvre Esteban a dû se taper 2 épreuves pour revenir, on ne sait pas pourquoi, il bat Clémence, mais non, tu ne rejoins pas l'aventure, il faut que tu affrontes une nouvelle candidate. Donc ça m'a fait un peu de peine pour le pauvre Esteban, et c'est vrai qu'elle revient, et en plus elle a un coffre avec grave de bourse, du courrier, et un indice pour un collier. Ok, mais vous voulez pas aussi lui donner les 100 000 €, on n'en parle plus. Donc voilà, un peu chiant, mais par contre sa personnalité est superbe, elle a un parcours unique, clairement, il est tellement chaotique qu'elle a un parcours unique, il est top son parcours. Ça reste une bonne candidate quand même à suivre, elle a
pas non plus les 4S. En sport, il y a beaucoup de gens qui la clashent. Il y a des moments où elle était quand même correcte. C'est clairement pas la meilleure des femmes. Je pense que la meilleure des femmes, ça se joue entre Clémence et Elena. Mais bon, elle s'est bien battue quand même. Je trouve que c'est une belle aventure qui a mis un mental assez fort parce qu'elle était toujours au bottom, toujours menacée. Alors que les garçons, ils sont arrivés au conseil, donc tranquille. À tous les conseils, ils n'étaient pas menacés. Frédéric, il a eu une voix, voilà, tranquille. Alors qu'elle, à chaque fois, elle est au conseil en mode détresse. Donc franchement, je tire mon chapeau pour ça. Et Julie, qui a été un peu fantôme pendant la première partie de la saison, on n'a vraiment pas beaucoup vu, voire quasiment pas vu. Et elle s'est un peu plus révélée pendant la réunification. Au départ, elle était vraiment en mode suiveuse, puis après, elle a un peu joué en sous-marin. Elle a eu des bons moments, c'est-à-dire la stratégie des cheveux longs, la stratégie avec le collier de Tania. Bon, tout le monde dit que c'est insane et que c'est la folie. Moi, je trouve que c'est un peu surcoté parce que dans ce web, on l'a vu 10 fois ce genre de truc. Mais quand même, elle a eu des petites idées. Elle s'est un peu révélée vers la fin. Moi, c'est pas une candidate que j'apprécie forcément, mais bon. Elle n'était pas zéro non plus, je trouve qu'elle était un poil trop discrète, elle a mis du temps à se mettre en avant. Et pour finir, Laura, qui était aussi pas mal discrète en première partie d'aventure, mais qui était quand même un peu là. J'avoue que je suis un peu déçu moi de Laura parce que j'avais mis beaucoup d'espoir en elle en me disant qu'elle va être insane niveau stratégie sociale et tout. Et finalement, pas rouge. Bon, elle est très correcte, c'est quand même une bonne aventurière. Mais c'est vrai que bon, c'était pas non plus insane et elle s'est un peu laissée éliminer tranquille sans essayer une stratégie. Au moins, ils étaient plus que 6, donc c'est un peu dommage. En tout cas, tout ça pour dire que le casting est plutôt stylé quand même. Il n'y a quasiment aucune erreur de casting. Moi, pour moi, la grosse erreur de casting, c'est Benjamin, puisqu'il a abandonné, et un peu Grace, parce qu'elle a abandonné aussi. Je trouve que Célia et Amy n'ont pas eu trop le temps. Et après, c'est vrai que bon, Christine un peu trop discrète. Et après, tous les autres, ils sont partis trop vite alors que franchement, ils doivent faire de belles choses. Donc tout ça pour dire que le casting, en général, est plutôt stylé, plutôt pas mal, même si j'ai préféré celui de Totem Maudit. Mais quand même plutôt pas mal. Donc c'est pour moi le premier point positif de Koh Lanta, le feu sacré. Ensuite, on passe au deuxième point positif. Alors, c'est plus une tentative qu'autre chose pour moi. Mais c'est vrai que la production a tenté de nouvelles idées. Elle a tenté de nouveaux trucs. De nouveaux changements. On va parler du twist du feu sacré avec le talisman. Alors clairement, on en parlera plus tard. Ce sera dans les points négatifs. Oupsie. Mais au moins, ils tentent des trucs. C'est vrai que souvent, on se plaint en mode, c'est quoi cette histoire encore? C'est nul, le totem maudit, l'île au trésor, machin, tout ça. C'est vrai que souvent, on clash pas mal le thème, le twist de la saison, mais je trouve qu'ils tentent des trucs quand même, parce qu'on est toujours en train de dire, c'est toujours la même chose, pas il n'y a pas de surprise et tout. Mais au moins, ils tentent. Et je trouve qu'il y a pas mal de moments où je me suis dit, bon, voilà, ils essaient de faire des trucs, ils essaient de changer un petit peu. Ça commence direct avec le naufrage Splendoli. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un naufrage Splendoli. Je sais même plus quand c'était. J'ai plus aucun souvenir, mais c'était il y a un petit moment. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ils font une épreuve, alors ils sont pas en équipe. Ils font une épreuve individuelle directe. J'ai trouvé ça cool. Avec un petit bonus. Donc c'est vrai que le gagnant remporte donc le talisman et c'est Nicolas qui avait gagné face à Elena. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est vrai qu'après, ils passent plus de 24 heures ensemble à se connaître, un peu comme dans la guerre des chefs. Mais je crois que c'est la guerre des chefs, la dernière fois où il y avait eu une nuit où tous les candidats étaient ensemble. Il me semble que c'est la dernière saison et j'avais trouvé ça plutôt sympa à l'époque. Et là encore, j'ai trouvé ça cool parce que tout le monde a pu se jauger. Tout le monde savait que Elena et Nicolas allaient être les chefs d'équipe, donc on savait qui voulait être avec qui. Je me souviens d'Alexandre qui disait, moi je vais être avec Elena pour l'éliminer direct. J'adore. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa ce principe avec vraiment tout le monde qui apprend à se connaître. Et puis ensuite, on compose des équipes. Donc voilà, ils font des tentatives. On va pas se mentir. Ils prennent des risques, clairement. Il y a donc le twist du feu sacré. On en parlera dans les points négatifs parce que pour moi, c'est un fiasco. C'est un peu un pétard mouillé. C'est un peu un raté. Mais au moins, ils tentent de trouver des choses. Alors clairement, il y en a plein qui vont me dire oui, mais c'est trop facile parce que nanana, il se le passe et tout. Je suis clairement d'accord. C'est raté. Pour moi, c'est un pétard mouillé. Le feu sacré, ça n'a pas marché. Donc vraiment, catastrophe, mais par contre, au moins ils tentent des trucs, ils tentent des choses. Le totem maudit, c'était plutôt sympathique aussi l'idée. Je trouve qu'au moins ils se risquent. C'est pareil, ils ont fait un swap un peu plus tard que d'habitude, je crois, à 1 ou 2 épisodes de décalage. Ils ont également fait la réunification hyper tard. Alors il y en a qui vont trouver ça négatif, mais au moins on n'a pas 36 candidats en réunification, donc c'est plutôt sympa. Les binômes, c'était un peu tard, je vous l'accorde, mais au moins ils tentent des trucs. C'est vraiment le point positif, c'est les tentatives de la production. Au moins ils se disent pas, bon on va faire classique, on va pas se prendre la tête, de toute façon Koh Lanta, ça fait quand même des audiences. Bon, on va faire 2 équipes comme ça, un petit swap à l'épisode 3, et puis réunification par exemple 14 ou 15, les binômes à 10, et puis ça dégage. Non, on a tente des choses. Bon, il y a des fois, t'as un peu cousu de fil blanc, et bon, on est en même... pour faire des intervenus, on va pas se mentir. Quand même, je trouve que, voilà, je mets en deuxième point les tentatives de la production. Ils essaient de faire des choses différentes. Je pense qu'ils écoutent un peu aussi le public parce qu'on était tous en mode, 24 candidats, c'est trop, on n'en peut plus. Là, ils en ont mis que 20. Là, ils se sont réduits à 20. Ils ont essayé de minimiser aussi tout ce qui est armes secrètes, etc. Parce que moi, dès que j'ai entendu qu'il y avait des armes secrètes, je me suis dit, oh là là, mais ça va jamais s'arrêter. Et finalement, on n'en a pas trop eu. On a eu, je crois, Emine, et je sais même pas si on a eu une autre arme secrète. On n'a pas eu de vol de vote, on n'a pas eu de double vote, etc. Je
ne m'en souviens pas. Ou alors ça m'a pas marqué du tout. Mais en tout cas, ils ont tenté des trucs. Donc pour moi, deuxième point positif, il faut quand même l'avouer, ce sont les tentatives de la production. Le troisième point positif, ce sont les épreuves. Effectivement, je trouve que les épreuves étaient plutôt sympathiques. Pas toutes, il y en a qui étaient un peu nazes, etc. Mais je trouve que la production a su jauger cette année entre les épreuves classiques, les épreuves mythiques qu'on se tape tous les ans, mais également faire des petites nouveautés. Et je trouve que chaque année, ils essaient. Alors clairement, on n'en est pas au point de Survivor. Pour ceux qui regardent Survivor, toutes les saisons, il y a toujours des épreuves complètement différentes de chaque saison. Alors souvent, il faut revenir des épreuves, faut pas déconner. Mais des fois, ils mettent des pauses d'1 an entre-temps, ils mettent 2-3 saisons à faire revenir une épreuve, donc c'est plutôt sympa. Mais par contre, je trouve que Koh-Lanta est en train d'aller vers ce chemin. Déjà, on a les épreuves mythiques, il y a des épreuves que j'adore, alors que ça ne fait même pas, comme l'équilibre sur l'eau, les sacs, etc. On a eu la boue, la dégustation et tout. Moi, je trouve que c'est bien quand même de rester dans les épreuves mythiques un minimum, mais ils ont tenté de nouvelles choses. Ils ont tenté de nouvelles épreuves, des trucs un petit peu sympathiques, surtout en équipe. Alors parfois, c'est des épreuves un peu remixées, c'est des épreuves où on prend tel élément de l'ancienne épreuve avec tel élément d'une autre ancienne épreuve et on en fait une épreuve. Voilà, mais je trouve que quand même, il y a quelques trucs sympathiques. C'est clairement pas du niveau de Survivor. Il y en a plein qui vont me dire dans les commentaires, non mais les épreuves, c'est toujours les mêmes, tu te fous de ma gueule. Mais je trouve qu'en tout cas, ils sont en train de prendre le chemin pour un peu modifier les épreuves. J'espère que ça va aller un peu plus loin, mais c'est vrai que, voilà, je trouve que chaque saison, quand même, on n'a pas vraiment tout le temps les mêmes choses. On a des trucs qui reviennent, je suis d'accord, mais j'essaie d'être un peu tolérant et je me dis que, bon, quand même, ils font des efforts sur ça. Il y a des trucs classiques qui reviennent, comme le parcours de combattant. On a eu dès le premier épisode, mais ça aussi, c'est novateur. On nous fout le parcours de combattant dès le début, on ne le foutra pas en réunification. Donc je trouve ça plutôt stylé. Moi j'aime bien aussi quand il y a le cochon pendu en équipe, je trouve ça plutôt sympa. On met tous nos espoirs sur un candidat. Il y a des efforts, c'est pas assez. Je trouve que franchement, ils pourraient faire encore mieux et aller dans le sens de Survivor à mélanger un peu plus les épreuves. Après, Survivor a ses défauts. Moi, je trouve, par exemple, dans Survivor, il y a beaucoup trop de puzzles. À chaque fois, dans Survivor, il y a des épreuves hyper physiques. Ils doivent traverser ci, traverser ça. Il y a une équipe de ouf, faut porter je sais pas quoi. Et à la fin, il y a un puzzle. Donc si, par exemple, je suis un candidat et je suis grave fort sur les épreuves hyper physiques, je cours grave vite, je nage grave bien, mais à la fin, il y a un puzzle et je suis nul en puzzle, ben je perds. Après, ça met du suspense. Genre, des candidats qui sont un peu perdus en mode qui sont nuls dans les épreuves, qui sont grave en retard et les arrivent derniers. Et puis d'un coup, bam, ils arrivent sur le puzzle, ils ont pa. Donc ça peut arriver, ça met du suspense à l'épreuve. On est d'accord. Mais moi, je trouve qu'il y a trop de puzzles dans les épreuves de Survivor, donc j'en mettrai un poil moins. Mais dans Koh-Lanta, il n'y en a quasiment pas. Il faudrait mettre un peu plus de puzzles dans Koh-Lanta. Mais bon, je trouve qu'ils sont en train de prendre un bon chemin. Ça prend du temps. Vous savez de toute façon que Koh-Lanta prend du temps. Quand vous voyez que les colis d'immunité sont arrivés en 2011 à la saison de Théora et que Survivor, il y a eu des Immunity Idol dès les premières saisons, on se dit mais Koh-Lanta, ils sont très frileux en fait. Ils ont peut-être peur de mettre de nouveaux twists. Maintenant, ils n'hésitent plus. Donc moi, je trouve que quand même les épreuves, c'est assez correct. Je le mets en point positif parce que il y a plein de fois où en fait je me suis pas ennuyé dans les épreuves. Même s'il y en a qui revenaient un petit peu, je trouve qu'ils essaient de remixer et ça c'est plutôt cool. Ensuite, à quatrième point positif, j'ai mis la storyline. Effectivement, on avait envie d'une saison un peu surprenante, un peu avec des blindsides, un peu avec des gros moves. Et on peut dire que c'est quand même assez réussi. Il y a des défauts, on va en parler dans les points négatifs, je vous spoil. Il y a des défauts, il y a vraiment des moments où j'étais en mode « mais c'est une blague ». Mais franchement, il y a eu des tentatives, on avait des joueurs assez stratèges. On a eu la stratégie qui a été respectée aussi dans cette saison, on va en parler aussi. Moi, j'ai quand même plutôt bien aimé, même si je trouve que la période pré-même, pour toute la période avant la unification, il y a eu beaucoup de déceptions. C'est vrai que beaucoup de gros candidats qui sont partis, comme Alexandre, Martha, Rudy, même Grace, même si elle a abandonné et qu'elle est perdue et que clairement je suis très déçu de Grace. On a eu pas mal de candidats plutôt stylés qui sont partis vite. Donc c'est vrai que le niveau de la storyline, c'est pas ouf. Mais par contre, à la réunification, on parlera de points négatifs après, vous inquiétez pas, mais à la réunification, vraiment, j'ai trouvé que ça bougeait enfin. Parce que moi j'ai eu très peur. Je me suis dit, bon, les garçons vont se retrouver, ça va être un binding avec les ex-jeunes, mais de la première génération, avec Nicolas, Quentin, Gilles, Frédéric, Clément ou encore Laura. Et je me suis dit, bon, tous les rôles vont dégager et ciao. Ça a été un peu le cas, on en parlera dans le point négatif, je le répète, mais par contre, je trouve qu'on a eu quelques blindsides. On n'a pas eu 430 blindsides comme l'avait promis la production, clairement, parce qu'eux, ils considèrent que Célia et Alexandre, c'est des blindsides. Alors, je pense qu'ils étaient un petit peu surpris, mais c'était pas en mode...
non plus. Alors, il faut noter un petit peu qui pourrait potentiellement sortir. Mais je trouve qu'au niveau de la storyline de la réunification, il y a eu quelques surprises. Il y a eu déjà la stratégie des cheveux longs qui ont sorti Gilles, donc ça c'était plutôt cool. Il y a eu le coup de Julie qui était vraiment sympa. J'ai trouvé ça vraiment stylé que les filles se réveillent un petit peu et qu'elles sortent Quentin, même si je trouve que ça a été complètement surcoté, ce mouvement. Vous l'avez déjà dit plein de fois, j'ai dit oh là là, mais calmez-vous par contre, pendant Survivor, ça arrive dans chaque épisode. J'exagère, mais c'est pas tout surprenant pour revenir sur Survivor. Mais dans Koh-Lanta, ça n'a jamais été fait, donc petite nouveauté. Donc je trouve qu'il y a eu pas mal de discussions, on est pas mal de candidats joueurs prêts à prendre des risques, à vraiment trahir. On va mettre Frédéric en tête. Frédéric était vraiment prêt à pas tuer père et mère pour gagner, mais à vraiment éliminer chaque personne qui l'entourait pour aller jusqu'au bout. Par exemple, il a sorti Elena, il a fait une promesse à Clémence avec le petit doigt, il l'a sorti. Il n'a pas choisi Nicolas pour la finale et il a bien fait parce que résultat, il a gagné. J'aurais fait exactement la même chose. Tous les haters qui ont insulté Frédéric, mais ils sont ridicules parce que Frédéric a fait le meilleur move qu'il pouvait faire. Après, oui, il a promis à Nicolas. Mais est-ce qu'il n'aurait pas promis à Nicolas pour que Nicolas lui promette en échange pour être sûr d'être choisi par Nicolas? Peut-être. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, je trouve que par exemple, Frédéric était super joueur. Nicolas aussi un peu. Bon, il était moins joueur que Frédéric, mais il n'a pas hésité à éliminer Elena. Et en plus, au conseil, il a assumé. Il lui a dit non, t'as éliminé parce que déjà, tu étais très fort. Et parce qu'en plus, on pensait que tu pouvais faire une alliance avec Laura et Clémence. Donc, il fallait casser ce trio. Donc, on sent vraiment des joueurs. On a pas mal de bonnes stratégies. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans la storyline de cette saison, c'est que la stratégie est très respectée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mode mais c'est une blague, en mode rageux, comme Jeff de Joe ou Luana et Colin dans Totem Maudit. On a vraiment eu un jeu assez fair-play, assez tolérant du jeu de Frédéric notamment, mais aussi des garçons. C'est vrai que tout le monde a été bon joueur. Moi, j'ai eu peur que Nicolas, quand il se fait pas choisir par Frédéric, il allait agir comme un rageux, surtout au pensée. Et finalement, pas du tout. On voyait que tout le monde respectait le jeu de Frédéric, aucun souci. Même Tania qui arrive au jury final, je me souviens d'une Yesta qui arrive à l'île au trésor en finale, elle va se faire défoncer par tout le monde en mode tu mérites pas ta place. Alors que Tania, qui a été éliminée 2 fois quand même, qui a été protégée par la prod dans toute la saison, et bien elle est quand même respectée par les autres en disant elle s'est bien battue, c'est le petit feu sacré de la saison, on a essayé de l'éteindre mais jamais elle a lâché, toujours elle était là. Moi je trouve que le jury a été plutôt humble, a été plutôt sympa, et a surtout validé la stratégie de la saison. Tout le monde était prêt à jouer, la team des cheveux longs, la team des garçons, vraiment tout le monde était prêt à jouer, à part Anne-Sophie. Avec Anne-Sophie, Christine et tout, qui n'ont pas suivi Alexandre. Ça, c'était chiant. C'est vrai que vraiment, en fait, c'est ça. Le début d'aventure est un peu une purge. C'est un peu chiant à regarder parce que personne ne veut jouer. À part Alexandre et Rudy, personne ne veut jouer. Tout le monde le mérite, c'est chiant, le mérite. Mais alors, paf, dès qu'on passe à la réunification et que ça, il faut virer les grosses têtes, là, tout le monde est prêt à jouer. Vraiment, c'est super cool. Même Tania, elle est prête à voter n'importe qui tant qu'elle reste. Julie, qui était au début non, je sais pas ce que tu dis Alexandre, je vais voter au mérite. Là, elle commence à jouer. Bon, après, c'était pour se sauver les fesses, clairement. Mais on sent que le jeu est respecté et ça fait plaisir. Et même Frédéric est un peu officiellement le premier gagnant stratège assumé et validé par le jury. Donc ça, c'est vraiment cool. Même si je n'aime pas forcément Frédéric, je ne trouve pas du tout attachant, clairement. Mais clairement, il a bien joué tout au long de la saison. Il s'est juste fait peur 2 fois, clairement. Parce qu'il voit qu'autour de lui, il y avait aussi des joueurs. Mais je trouve quand même plutôt cool que la stratégie ait pris autant de place et qu'elle soit autant acceptée, en fait. Donc, en fait, c'est une storyline en temps de scie, parce que la storyline va se retrouver dans les points négatifs. Je vous spoil direct, mais je trouve quand même que les points positifs de la storyline bouffent un peu les points négatifs de tout ce qui s'est passé dans la saison. On a eu des candidats joueurs, quand même. Même Quentin qui disait au début non, moi, la stratégie, ça me prend la tête, on va parler 5 minutes, j'avais mal à la tête, etc. Résultat, c'était lui qui était en mode Snake, en mode non, moi, je vote pas Clémence. Non, moi, je vote pas contre Laura, et du coup, il a des votes lancés en limite. Donc, c'est quand même aussi bien joué que ça part. En fait, on a tous les joueurs. Je trouve en unification à part Anne-Sophie et un peu Esteban aussi qui est un peu paumé, clairement, qui fait que suivre en fait et qui s'en fout un peu de tout. Les autres sont vraiment des gros joueurs, quoi. C'est juste qu'ils ont viré Rudy et Alexandre qui auraient pu encore plus foutre le bordel. Je pense que Grace aurait foutu un petit bordel aussi. Mais bon, c'est dommage, c'est comme ça. Mais en tout cas, je trouve que la storyline n'était pas si dégueulasse que ça. Elle était décousue en bord aussi, mais elle se finit bien. Et quand j'en discutais avec certains d'entre vous sur les réseaux, vaut mieux une saison qui commence mal et finit bien que l'inverse, c'est une saison qui commence super bien et qui finit très mal. Et ensuite, le dernier point positif, je le dis à chaque fois et parce que c'est vrai, vraiment, c'est la réalisation. Vraiment, c'est extrêmement bien fait. Chaque année, je trouve qu'il s'améliore. On a des plans superbes, on a vraiment des génériques de ouf. On a des pré-génériques hyper bien rythmés. Après, ça spoil un peu trop, mais ça, on va en parler dans les points négatifs également. Mais par contre, au niveau structure et au niveau hype,
Je trouve qu'il se lâche vraiment. On a vraiment de beaux plans. La musique est super bien choisie à chaque fois. Il y a plein de fois où je me dis, on aurait dit un film fantastique, on aurait dit un film d'aventure, on aurait dit Avengers et tout. Franchement, ils font de superbes plans. Ils en ont beaucoup trop abusé pendant l'épreuve des poteaux, rapidement. Mais je trouve que c'est assez bien foutu. Je trouve que même au niveau du teasing, des fois, dans la semaine prochaine, bon, nous, on est complètement fans. Donc, à chaque fois qu'on voit un plan, une séquence, on l'interprète de toutes les manières possibles. Alors, c'est comme quand j'ai vu Frédéric. Ah, j'ai mal au pied juste avant les poteaux. Gna, gna, gna. Bon, ok, c'est sûr, le mec, il va gagner les poteaux, il va être surprenant, c'est obligé. Mais je trouve que quand même, c'est assez bien foutu. C'est assez joli. Les plans sont superbes. Franchement, chapeau. Les mecs qui font la réal et qui font le montage, etc., ou la post-prod et tout, doivent s'éclater. Vraiment, ils font du superbe travail. Ça fait vraiment film d'aventure et de plus en plus, je trouve, c'est très à l'américaine. Donc, chapeau. Donc, vraiment, point positif, un peu bateau pour certains que je répète souvent, mais je trouve que c'est vraiment à souligner. Au niveau réalisation, ils sont quand même assez vénères. Ensuite, on passe au point négatif. Donc là, langue de vipère activée. Vraiment, il y a plein de trucs que je n'ai pas trouvé dans cette saison. Vous êtes beaucoup à me dire dans les derniers commentaires de ma dernière vidéo, moi j'ai préféré le feu sacré au totem maudit. Je peux comprendre, mais moi j'ai largement préféré le totem maudit. Pourquoi? Tout simplement parce que moi le twist du totem maudit était un peu plus crédible, même si j'ai pas du tout aimé le fait que le totem maudit devienne un totem béni pour Bastia. Et du coup on se retrouve avec deux gagnants égalité alors que François pour moi est le vrai gagnant de la saison. Mais ok. Mais par contre je trouve que le feu sacré, pas mal de défauts. Et on va commencer par le premier point négatif qui est clairement le twist de la saison, le feu sacré avec le talisman, vraiment pas possible. Alors déjà dans le teasing, c'était un peu ridicule. Il existe une légende d'un volcan avec le feu sacré. Oh là là, mais vous venez de l'inventer ou c'est rechercheunelégende.com? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ridicule. Donc déjà, moi j'y crois pas 2 secondes. J'ai trouvé ça un peu nul. L'histoire de raconter le feu sacré, c'est un peu bidon. Mais surtout, le feu sacré est un twist un peu inutile. Tout simplement parce qu'il est très vite à court. En fait, on va très vite se rendre compte que si par exemple Nicolas a le talisman, ben en face il va le filer, je sais pas moi, à Frédéric. Parce que quand il y a une swap, clairement c'est ce que je me suis dit. Parce qu'au début ils se connaissent pas trop quand ils composent des équipes et qu'ils doivent donner le talisman à quelqu'un d'en face. Bon, bien sûr, soit ils donnent à la Bobby Galeuse pour footballer dans l'équipe, soit ils le donnent à quelqu'un avec qui ils ont matché quand ils ont passé la première année tous ensemble. Ça aussi, hein. Ils peuvent faire des stratégies dans tous les sens, donc on se dit que les candidats vont s'échanger le talisman sans limite, quoi. Mais le pire, c'est après le swap, parce que par exemple, le quatuor, les 4 fantastiques ont été séparés. On a Nicolas Gilles, Frédéric Quentin, mais on se dit que si c'est un des deux qui l'a, eh bien, il va le filer à l'autre binôme sans limite dans tous les sens. Donc voilà, je trouve que le twist est un peu à court, et surtout, ce qui m'a vraiment surpris avec ce twist, c'est qu'il est un peu à rafter. C'est-à-dire qu'au début, il est tout le temps présent et on se le tape à tous les épisodes, puis d'un coup, il disparaît. Mais sans trop de raison, on se dit, bon, mais le talisman, il a dégagé. Ben, la saison, elle s'appelle quand même Coletta le feu sacré. Donc, c'est comme si ça avait dit au totem maudit, ben, le totem, non, c'est bon, il a disparu. D'accord. À un moment, il revient, on ne sait pour quelle raison. Et puis, une fois qu'ils ont pu faire leur petite manigance à production en utilisant l'excuse du feu sacré, et bien, bam, on le refait disparaître. D'accord. C'est pour ça qu'au poteau, quand il a dit, il y a le feu sacré, le talisman, il vous regarde, enfin, il n'a servi à rien. Et en plus, honnêtement, il n'a pas du tout fait avancer le jeu. Les seuls moments où il a peut-être sauvé quelqu'un, c'est Tania, quand Gilles, avec talisman, et qu'il a protégé dans l'équipe adverse, Tania. Bon, mais ok, ça, c'est vrai que Tania était peut-être en danger. Est-ce que c'est entré une autre fois, il le refait rentrer de toute façon. Et également, quand Elena l'a gagné avec le cochon pendu, elle l'a gardé. Je pense qu'elle a bien fait parce qu'elle aurait été éliminée à la place d'Anne-Sophie. Mais bon, voilà, je trouve que ça n'a pas été très utile. Pour moi, c'est un point noir quand même de la saison. C'est peut-être le plus gros point noir avec la storyline, parce qu'elle arrive bientôt. Moi, je ne sais pas du tout. Moi, je vous ai dit que c'était le bordel cette vidéo. Mais en tout cas, je trouve que, ouais, pour moi, le twist du feu sacré et du talisman est un gros raté. Tout simplement parce qu'on arrive à bout de souffle assez rapidement avec. Et clairement, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas remué des stratégies. Après, il y en a plein qui vont me dire, mais oui, mais la production, elle ne pouvait pas deviner que les candidats allaient agir comme ça. Ben si. En plus, avec un swap à l'épisode 3 au CAF, ils savaient bien que certains alliés allaient se retrouver là en face de l'autre, qu'ils allaient se filer le talisman. Donc un peu dommage. Franchement, un peu dommage. Sur le papier, ça pouvait être intéressant, mais finalement, ça a été un petit échec, clairement même un gros échec. Mais en même temps, ils pouvaient s'y attendre. Enfin, franchement, moi, je n'aurais pas forcément validé si j'avais été dans la production. Je ne serais jamais malheureusement. Moi, j'aurais adoré travailler pour Koh-Lanta, clairement, être sur l'île, accompagner les candidats. Même nous, ça me va. Mais malheureusement, c'est pas moi qui décide comment se passe les saisons. Mais moi, j'aurais pas validé, je pense, parce que on tourne vite en rond, ça devient pas très intéressant. Et voilà, ça bouge pas trop la saison. Donc pour moi, c'est un gros fail. Désolé, le feu sacré. Premier point négatif de Koh-Lanta, le feu sacré. C'est un peu bête. Ça s'appelle le feu sacré et c'est le premier point négatif. Oups.
Deuxième point négatif, c'est donc la storyline qui était déjà dans les points positifs, mais donc, comme je vous ai dit en parlant positivement, il y a aussi des points négatifs. Clairement, comme je le disais, la partie pré-réunification, tout ce qui se passait avant la réunification, c'était vraiment difficile à regarder. Il y avait vraiment des choses insupportables. Alors, que ce soit le twist avec les gens qui s'échangent le talisman entre eux, voilà, ça c'est un peu relou. Beaucoup de gros candidats super intéressants qui partent très vite. On a eu quelques trafics avec Tania qui remplace Benjamin qui avait abandonné volontairement. Et là, d'un coup, c'est possible de remplacer les candidats qui abandonnent volontairement. Ok, donc là, un peu chiant. C'est vrai qu'on n'a pas eu une pré-merge assez incroyable. On a eu pas mal de candidats qui ont sauté, qui étaient cool. Le swap, ça a pas trop changé les choses à la réunification, puisque c'est vrai que dès la réunification, on a senti que la première équipe jeune, la toute première, allait vraiment se retrouver pour éliminer tous les anciens premiers rouges. Donc c'est vrai qu'au niveau pré-réunification, on n'a pas eu de grosses surprises. Les gens parleront de Blindside avec Alexandre et Célia. Mais pas tant que ça. Je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de surprises. On se doutait de la sortie d'Emile, on se doutait de la sortie de Rudy, les 2 fois d'ailleurs. On se doutait de la sortie de Christine et Julie, qui a failli aussi être la prochaine Sylvia Pincel, qui ont été un peu les victimes de ce swap. C'est un peu dommage. Je trouve qu'au niveau storyline, la pré-réunification était vraiment pas intéressante. Et arrivé à la réunification, j'étais très inquiet. Parce que c'est vrai que le quatuor des garçons se retrouve, il y a une alliance de garçons. Ils vont garder Clémence et Laura sous leur coude pour éliminer tous les anciens rouges. Donc Esteban, Anne-Sophie, Elena. Et puis après, virer Tania ou Julie qui sont clairement des pions pour eux. Donc on se dit que la saison est toute tracée. Que clairement, vu qu'en plus, Grace a abandonné, donc il y a encore moins de suspense. Parce que si les 4 garçons étaient ensemble plus Grace, pour le carré final, ils auraient viré qui? Grace ou un des garçons? Je pense que Grace aurait été sacrifié, clairement. Mais c'est vrai que là, on s'est dit... pas ouf. Heureusement, il y a eu des retournements de situation parce qu'au début, ça sentait très mauvais. C'est vrai que Anne-Sophie a viré, suivi par Elena. Donc, on s'est dit, c'est bon, les prochains, c'est Esteban, ensuite, ce sera Tania, et ensuite, ce sera Julie. Ils vont virer Laura et Clémence, et la finale, c'est clairement les 4 garçons. Donc, j'ai eu très, très peur. Heureusement, il y a eu quelques retournements de situation, mais honnêtement, il y a eu beaucoup de moments en dents de scie. C'est pour ça qu'il y en a pas qui disent, c'est une saison de malade et tout, parce que je pense qu'ils retiennent que les derniers épisodes. Mais franchement, il y a une bonne grosse partie où j'étais très inquiet, pas de surprise, pas de blindside. Vraiment, j'étais pas convaincu. C'est pour ça que souvent je dis qu'elle était en dents de scie et qu'elle est irrégulière cette saison. C'est qu'au début, j'étais très inquiet quand même. Donc finalement, ça s'est bien terminé. Comme je vous disais, il vaut mieux une saison qui commence mal et qui finit bien qu'une saison qui commence bien et qui finit mal. Mais franchement, niveau storyline, trop irrégulier pour moi. Je comprends les gens qui sont hypés par les moves, par exemple des cheveux longs ou de Julie avec Tania avec le collier quand ils ont Quentin. Mais honnêtement, j'étais un petit peu inquiet. Une saison qui se regarde... difficilement au début, après on est rassuré, un peu déçu à part moment parce que c'est vrai que Tania revient sans limite et espèce de twist avec Esteban, c'est insupportable. Et puis finalement ça termine bien quand même, parce que Frédéric reste un bon gagnant. Si Tania avait gagné, ça aurait été le troll de la saison. Je pense que si Tania avait gagné la saison, là c'était une saison mauvaise pour tout le monde. Alors qu'on aime ou pas Tania, clairement, moi je l'aime beaucoup et je pense que si elle avait gagné, j'aurais trouvé ça hyper drôle, mais ça aurait achevé la saison, clairement, parce que Tania, on va en parler dans le prochain point négatif, mais... beaucoup de manipulation de la pointe. Mais en tout cas, voilà, je trouve que la story est trop irrégulière pour moi, même s'il y a eu des bons moments, on va en parler dans les points positifs, il y a quand même quelques points négatifs et quelques moments chiants. Autre point négatif, le 4e, c'est clairement les interventions de la prod. Donc là, c'est en mode coup de gueule, je suis vraiment pas content. C'est vrai que par exemple, Tania. Alors Tania, c'est pas un point noir de la saison parce que c'est une candidate que j'ai beaucoup aimée, mais la façon dont elle a été traitée de sa storyline sont assez insupportables en fait. Même si c'est un guilty pleasure, je pense que ce serait peut-être un de mes guilty pleasures de la saison. Je trouve que quand même, c'est assez abusé comment elle a été aidée, que ce soit assez de retour avec l'abandon de Benjamin et aussi l'espèce de twist avec Esteban, où elle est revenue. Certes, elle a fait une épreuve pour revenir, mais quand même, on lui a redonné sa chance une nouvelle fois, mais également tous les bonus qu'elle a eu, parce que c'est vrai que la première fois elle est revenue, parce que Benjamin a abandonné volontairement. Je le redis une nouvelle fois, il n'y a plus de remplacement à un abandon volontaire depuis 2011. Et là, d'un coup, sans raison, pas du tout annoncé à l'avance, pas prévenu par Denis en début de saison, bam, c'est bon, elle peut revenir. Ok, donc pas de problème, ça choque personne. Ensuite, elle se refait une unification à conseil surprise. Et là, on apprend que Esteban, le pauvre, qui devait normalement revenir dans l'aventure parce qu'elle avait battu Clémence, et ça aussi, on va me parler des binotes, elle a la chance de revenir dans le jeu si elle bat Esteban. D'accord, donc elle bat Esteban, tant mieux pour elle. Et là, elle se retrouve avec un coffre rempli de bouffe.
rempli de courrier et un indice de malade pour le collier. Donc clairement, on la place en finale sans problème, parce qu'il restait plus que 2 conseils. Après, elle a pris le risque. Quand Laura a été éliminée, elle a pris le risque de ne pas sortir le collier. Donc chapeau à elle, elle a vraiment joué le jeu à fond. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu stratégique, un petit peu joueuse. Allez, je laisse un petit cadeau. C'est vrai que là, elle a bien joué, mais beaucoup trop aidé. Pareil pour les bidons, je disais juste à l'instant. Clémence et Estémel se font éliminer. Ok, ils arrivent devant un panneau à la légende en mode vous pouvez revenir dans le jeu. What the fuck? Pourquoi d'un coup, sans nous prévenir en avance, on découvre ça comme ça, comme un cheveu sous la soupe, on se dit mais c'est une blague, ça veut dire que par exemple, Louana et Maxime, eux, ils n'ont pas eu cette chance. Pourquoi eux n'ont pas eu cette chance? Parce que ça n'a aucun rapport avec le feu sacré, clairement. Donc, un peu choqué par toutes ces directives de la production, ça me met un petit peu en colère, parce que ça enlève le naturel, c'est trop facile en fait. Même si Tania est une candidate super sympa, hyper solaire, qui a eu un gros mental parce qu'elle était tout le temps au bottom, elle était tout le temps au conseil menacé chaque seconde, 36 votes quand même pour prête, on la protège sans limite, et puis c'est gros comme une maison, quoi. Je comprends même pas les fans devant leur écran qui la défendent sans limite en disant, mais Laura et Clémence, elles n'ont pas voté pour elle parce que c'est des rageuses, elles sont jalouses. Mais non, elles n'ont pas voté pour elle parce que je trouve que Frédéric est un meilleur joueur. Elle a été éliminée 2 fois. Ça prouve bien que socialement, c'était pas non plus la folie. Parce que là, on a la modification. C'est pas en mode, elle est pas forte, donc fait perdre l'équipe. Elle était plutôt en mode, c'est celle qu'on apprécie moins, c'est celle qui est pas dans l'alliance, ça dégage, quoi. Donc, enfin bref, je trouve que vraiment la production intervient de faux. Je trouve même qu'elle est plus intervenue que l'année d'avant, même si elle était pas mal intervenue. On se souvient de ce fameux coffre Olga et Jean-Charles, puis il y en a d'autres dans l'histoire. Et puis, au niveau des binômes, c'était trop tard. Ils sont plus que 8 et on fait déjà les binômes. Il y a plein de trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Donc, voilà. Moi, je trouve que la production intervient beaucoup trop, ça enlève le naturel, veulent co-créer le retour à la situation. Et c'est vrai que Tania, elle était ultra protégée par la production. Même à la fin, pour la finale, elle disait qu'elle était insane, que c'était une matière de malade, etc. Elle aurait des qualités, elle a un mental, etc. Elle n'a pas de souci et elle crème l'écran, elle est hyper solaire. Mais on l'a quand même amenée sur un plateau d'argent. On l'a poussée à la finale. On va pas se mentir non plus, quoi. Je trouve que même Julie est beaucoup plus méritante parce que moi, Julie, quand elle a vu que Tania m'a collé, elle a fait ok, on va falloir que je réfléchisse à comment me sauver parce que je ne peux pas voter Tania, quoi. Donc voilà, je trouve trop de manipulation, c'est le coup de gueule de Clé Coco, il y a trop de manipulation par la production. Stop, arrêtez ça, on en peut plus. Laissez un peu vivre la saison. C'est chiant parce que des fois on se des pagonging un peu relou, mais que ce soit pas trop gros non plus. Il n'y a pas eu trop de sorties sur collier, il n'y a eu que Crampin, il me semble. Mais franchement, stop. Arrêtez s'il vous plaît, parce que du coup, ça enlève le naturel et des fois, ça décrédibilise le candidat, quoi. Tania, ça se trouve, elle peut être insane à un certain moment. Elle aurait dû être la meilleure unique. Mais je trouve que protéger autant la Day, le glorifier autant, c'est dommage. Ça me dessert un peu. Ensuite, nouveau point négatif, c'est le montage. Et pas le montage en mode c'est mal fait, mais le montage en mode c'est spoilant. Clairement, c'est spoilant. On est spoilé dans tous les sens, que ce soit le pré-générique, le générique, mais également les teasers. Vraiment, c'est abusé. Et même dans les épisodes, quand la Granda dit une phrase en mode ah non, moi je me sens bien, je pense que c'est dans mes codes, nanana. Ça dégage. Et nous, en plus, la plupart d'entre nous qui regardent beaucoup Koh-Lanta à fond, on commence à connaître par cœur le procédé des montages. Donc forcément, quand Avril a dit franchement, je suis trop sûr de moi, ça déchire, je vais tout déchirer, bam, ça dégage. On se souvient de Mathieu dans Les Armes Secrètes qui dit avant l'épreuve éliminatoire ah non, je suis encore en danger, je suis dans la nuance, je pense que je suis trop confiant, etc. Et il arrive à l'épreuve, il arrive dernier, il s'appuie l'épreuve éliminatoire contre Thomas, et hop, ça dégage. Mais dès qu'il a dit cette phrase, j'ai dit ça va dégager sur l'épreuve, ça. Je vous jure que c'est vrai, je me suis dit ça dès que j'ai vu le passage de Mathieu. Et là, c'est pareil, dans tout l'épisode, on voit Nicolas qui dit « Non, mais moi, franchement, je vais tout donner. Moi, je vais absolument gagner cette dernière épreuve pour avoir 5 victoires. C'est dans mes cordes. Je pense que je peux largement le faire, etc. » il dit un peu trop qu'il va l'emporter, en fait. Donc, moi, pour moi, ça va dégager. Et surtout que Frédéric arrête pas de dire « Je me suis dit, bon, c'est sûr, il va gagner. » C'est vrai qu'au niveau du montage, que ce soit subtil ou non, mais on commence à deviner un peu tout ce qui va se passer, quoi. Il y a même un moment où ça n'a aucun rapport avec le montage, mais c'est vrai que l'un de vous me l'a rappelé et je m'en souviens bien. Il y a Frédéric et Tania en tout début d'aventure, au tout début où c'était diffusé sur TF1, qui ont été invités dans une radio, je ne sais plus laquelle radio, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et ils étaient invités tous les deux. Et sur le coup, je me dis, mais pourquoi ils invitent Frédéric et Tania alors qu'ils sont même pas potes et tout? Et en fait, non, mais ils ont invité les deux finalistes. Et ça faisait 2 épisodes qu'ils les diffusaient, même pas. Donc un peu gros, et ils ont été fait la réflexion. Imagine c'est Frédéric et Tania en finale. C'était ça. Et apparemment, l'un de vous m'a dit également que la saison du combat des Russes avait invité en début de diffusion de la saison Pascal et Clémence.
qui étaient les deux finalistes. Donc maintenant, chaque fois que c'est traduit en deux candidats, c'est les deux finalistes. Hein. Donc trop de spoil. Alors moi, ça me dérange pas forcément d'être spoilé. Franchement, il y a plein de fois où j'étais spoilé. Là, les gens m'ont été spoilés à mort. Là, on était un peu moins spoilé. J'avoue, j'étais un peu surpris que Frédéric l'emporte. J'étais sûr qu'il allait gagner les poteaux, mais pas forcément à la saison. Je me suis dit, Tania, elle est tellement protégée qu'elle peut gagner la saison. Et ça peut être l'événement de la saison. Finalement, non. Mais en tout cas, je trouve que les montages, c'est abusé. Ils m'en coûtent trop. On a vu Quentin avec un tir à l'arc. On a vu plein de trucs dans le générique où clairement on se dit, bon, mais il va aller jusque-là. C'est pour ça que quand j'ai vu que Quentin avait eu la boule noire, je me suis dit, mais c'est pas possible, Quentin n'est pas éliminé puisqu'il en me tire à l'arc. Donc, enfin bref, trop de spoil. Chaque année, je le dis, je le redis, mais bref. Je pense que l'année prochaine, ce sera le même game. Et le dernier point négatif, le 5e, c'est donc la diffusion. Comment est diffusée cette émission sur TF1 ? Alors déjà, le mardi. Je sais que vous êtes beaucoup à détester ça, le mardi. Moi, personnellement, ça m'arrange. Pourquoi ? Parce que du coup, je peux faire la review le lendemain. Alors clairement, je suis épuisé parce que je fais la review directement après l'épisode et après le lendemain, je fais le montage en mode au taquet. Dès que j'ai 5 minutes, bam, 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 en mangeant, bam, bam, bam. J'essaie d'être le plus rapidement possible. Mais par contre, si c'est le vendredi, moi je suis désolé, souvent les week-ends ils sont pris. Je regarde très rarement en direct Koh Lanta quand c'est diffusé le vendredi, effectivement. Moi, souvent, soit je pars en week-end, soit je vois des amis, etc. Pas trop le temps de regarder le week-end Koh Lanta, c'est souvent en replay le dimanche. Bon, je ne me spoil, hein. C'est vrai que ça, par contre, c'est très contraignant. Hein. Surtout que je suis mis compte de je sais pas quoi, de Koh Lanta, de fans de bidule sur les réseaux sociaux. Donc à chaque fois, je vois une tête d'un candidat, je fais ah! Ça veut dire qu'il a dégagé. Donc, bref, mais c'est vrai que le vendredi, moi, ça ne mange pas parce que j'aurais pas le temps de faire ma review, j'aurais pas le temps de faire un montage et de vous diffuser. Si Koh Lanta revient le vendredi, moi, je pourrais faire la review que pour lundi. Donc, c'est un peu chiant, vous allez devoir attendre tout le week-end, c'est un peu relou. Donc, moi, je suis team mardi, mais je peux comprendre que ça agace parce que ça finit tard. Après, Top Chef et PK Express finissent aussi tard. Les gens regardent quand même. Donc, en soi, moi, ça me dérange pas. Je suis pas forcément au couche-tôt la semaine. Donc, je suis pas à 3h du mat, mais si je me couche à minuit, je vais m'en remettre. Donc, moi, ça me dérange pas. Mais je peux comprendre que ça agace beaucoup de monde, la majorité d'entre vous. Donc, c'est pour ça que je le mets dans le point négatif. Mais pas que. Ce qui m'agace vraiment aussi, c'est les épisodes coupés en deux. Là, on se retrouve avec 17 épisodes. Alors que clairement, on aurait pu se retrouver à 14 épisodes, tout simplement. Puisque la réunification a été coupée en deux. On a un épisode qui a été coupé en deux avec l'élimination de Clémence, Esteban et tout ça. Un épisode qui a servi à rien, puisque Esteban est revenu de son épreuve avec Clémence. Et il réaffrète une nouvelle fois Tania. D'ailleurs, entre parenthèses, quand je dis manipulation de la prod, storyline, c'est un peu dégueulasse d'Esteban de le faire espérer de revenir s'il bat Clémence et ensuite il doit rebattre notre candidate. Un peu limite, ça, le pauvre Esteban était vraiment le bouc émissaire de toute cette histoire. Mais bon, ok, tout ça pour refaire revenir Tania. Enfin bref, cet épisode avait été coupé en deux, donc on a un épisode un peu vide où en fait la personne éliminée est la même que celle de la semaine dernière. Super, la finale coupée en deux encore. Donc un peu chiant. Un peu relou. Heureusement, on a eu 4 finalistes. D'ailleurs, ça, je n'ai même pas cité dans les storylines et tout ça. Je trouve que 4 finalistes, c'est beaucoup mieux que 5 finalistes. Mais honnêtement, on aurait pu avoir beaucoup moins d'épisodes. Moi, je préfère avoir moins d'épisodes et que ce soit plus complete, que ce soit plus rempli, plus sympathique, plus rythmé. Que là, par exemple, les 2 derniers épisodes, 16 et 17, franchement, quand on voit le montage, mais ça aurait pu être bouclé en un épisode. Moi, je me souviens, avec des primes de finale, il y avait tout, quoi. On avait vraiment tout de A à Z. On avait le camp, l'orientation, retour au camp, discussion avec Denis, les poteaux, au camp encore en train de brûler la cabane et même d'aller voir chaque tête de candidat éliminé, le conseil final et le prime en direct. Et ça tenait vraiment dans toute la durée de la soirée. Maintenant, ça des plans de l'enfer. Enfin, vraiment, je me rappelle même qu'à l'époque, je crois que c'était saison 6, surtout saison 5, 6, on avait des doubles primes où il y avait carrément 4 épreuves et 2 éliminations. C'était trop la base. Mais bon, c'est fini. Maintenant, c'est des moitiés d'épisodes, c'est ingérable. Donc la diffusion, it's not possible for me, même si je suis team mardi. Et donc voilà, j'ai terminé donc tous les points positifs, tous les points négatifs. Je vais faire un mini bilan de la saison. Ben écoutez, j'ai trouvé vraiment que c'était une saison correcte quand même. On va pas faire le rageux non plus. Un très bon casting. Vraiment, il y a pas beaucoup de mauvais éléments à partir de Benjamin et Grace parce qu'ils ont abandonné, mais en soi, je trouve que Grace avait quelque chose. Benjamin, ça avait des débuts que bon, il était en mode... Enfin bref, tout ça pour dire que le casting était vraiment top. Il y a beaucoup de petites pépites, comme Alexandre, même Rudy dont je suis pas fan, Martin, Frédéric, Tania, Nicolas, Clémence et Elena. On a vraiment pas mal de bons candidats, on va pas se mentir. Même Quentin qui est ma tête de turc de la saison, franchement plutôt intéressant. Anne-Sophie moins fan, Esteban peut-être un peu décevant, Laura et Julie qui auraient pu donner un peu plus, mais ça va. Je trouve quand même qu'on a un très bon casting, on n'a pas de grosses erreurs. Même Christine qui est un peu transparente, je pense qu'elle aurait pu être intéressante, surtout pour une femme si jeune qui est grand-mère de je sais pas combien de petits-enfants. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le casting, gros point fort de la saison. Quelques erreurs quand même, je trouve que c'est une saison correcte, mais vraiment en dents de scie, irrégulière. Une première partie assez douloureuse à regarder par moments, surtout quand Alexandre est parti. And I see you again.
Enfin bref, mais je trouve quand même qu'il y a eu des bons moments, il y a eu des bons retournements de situation, un peu trop de manipulation de la production, un peu trop de gâchis avec ce twist perdu, mais on a eu quand même de bons moments, on a eu quand même de beaux conseils, pas autant que dans Inside Club Promis, hein, mais bon, c'est quand même plutôt pas mal, on va cracher dans la soupe. Et ce qui conclut bien, c'est quand même Frédéric qui remporte la saison, même si c'est clairement pas un candidat que j'aime beaucoup. Il est quand même stratège assumé et validé par le jury, donc ça c'est super. Ce qui veut dire que la stratégie prend peut-être une autre tournure dans Koh Lanta. On va peut-être avoir une nouvelle ère de Koh Lanta où la stratégie sera validée et assumée par certains d'entre eux et surtout un peu appréciée. Donc on espère que la victoire de Frédéric va faire un peu bouger les choses. En tout cas, c'est une saison sympathique, mais qui ne m'a pas fait tourner mon écran non plus. J'ai largement préféré la guerre des chefs, les cafetières ou le totem maudit. Je sais que ça surprend certains d'entre vous, mais c'est vrai. Même si le totem maudit était décevant à la fin. Mais je trouve quand même que c'était une bonne saison, un peu irrégulière. Heureusement que Tania n'a pas gagné, même si c'est une candidate que j'ai beaucoup aimé. Ça aurait été vraiment un vol, ça aurait été un gros troll. Mais bon. Il y a quand même une bonne fin. J'aurais préféré que Nicolas gagne, clairement. Mais ça aurait été peut-être un peu trop parfait, un peu trop lisse. Donc, que Frédéric ait gagné un stratège assumé, pourquoi pas? Je trouve ça plutôt bien. Ça peut bouger les choses. Donc, voilà. Une saison qui sera peut-être utile. Pas forcément la meilleure, mais une saison utile. Et voilà, j'ai donc terminé ma vidéo du bilan de la saison Le Feu Sacré. Donc, n'hésitez pas à réagir également, à me dire dans quel domaine vous êtes d'accord et dans quel domaine vous n'êtes pas d'accord. Nous ne sommes pas obligés d'être tout le temps d'accord, hein. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous validez et ce que vous ne validez pas. N'hésitez pas aussi à me révéler quels sont les points positifs et les points négatifs de votre côté. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas citées, des choses que j'ai complètement oubliées, c'est possible. Je suis un être humain, je ne peux pas me rappeler de tout. Enfin bref, n'hésitez pas à réagir en tout cas. N'hésitez pas à mettre votre classement de vos candidats préférés de la saison, à me dire en détail ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Enfin bref, réagissez, c'est le but de la chaîne qu'on discute ensemble. Donc vraiment, on n'hésite pas, on ne fait pas des timides. En tout cas, merci de m'avoir suivi pendant cette saison. C'était une saison quand même atypique. La semaine prochaine, on se retrouve avec la tier list et une petite surprise, comme je disais tout à l'heure. Donc, soyez attentifs. Hein. Dans 7 jours, ça arrive. Vous allez voir quel candidat va se retrouver dans Crème de la Crème, dans Bien mais pas top, dans Belle Aventurier, dans Parti trop tôt ou dans Mais. Vous verrez bien, ce sera la petite surprise. En plus, je crois que ce sera la première tier list que je ferai à visage découvert. Donc, vous allez voir toutes mes réactions. Ce sera rigolo. En tout cas, soyez patients, ça arrive. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Kim Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans notre communauté. Enfin, il y a l'enquête, c'est pour savoir qui est la star de la prochaine interview. Je vous laisse enquêter. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. On n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.